J'avais le briquet à la main, prête à allumer la bougie de mes 70 ans quand mon téléphone a vibré sur le plan de travail. Un message dans le groupe familial. J'ai souri en l'ouvrant, convaincu que c'était mes enfants pour me dire qu'ils arrivaient. Mais ce que j'ai vu m'a glacé jusqu'aux os. C'était une vidéo. Sébastien, mon fils aîné, apparaissait en tenant une bière, hilar, entouré de sa femme et de ses frères et sœurs. Derrière eux, un grand barbecue, des viandes nobles qui grillaient. Et puis, Sébastien a tourné la caméra vers lui et a regardé l'objectif droit dans les yeux. « Maman, on ne vient pas. Ici, c'est un vrai repas entre gens bien, que de la bonne viande, que des gens comme il faut. On ne va pas aller dans ta vieille maison manger ta cuisine simple. Mange toute seule. » Et il a ri. Ils ont tous ri. Mon téléphone m'a glissé des mains et est tombé sur le carrelage. J'ai regardé la table que j'avais passé la journée entière à préparer. Un rôti de porc, du riz, une salade, un gratin dauphinois et un gâteau fait maison avec la bougie numéro 70 plantée au milieu, pas encore allumée. Tout ça préparé avec l'argent compté de ma retraite. Tout ça fait avec mes mains qui me faisaient mal depuis le matin. Je m'appelle Monique Aubert. J'ai 70 ans. Pendant 35 ans, j'ai travaillé comme assistante sociale dans un foyer d'accueil pour enfants à Lyon. Ce n'était pas un travail bien payé, environ 1 400 € net par mois, mais c'était un travail que j'aimais profondément. Je prenais soin d'enfants que personne ne voulait, des enfants abandonnés, des enfants blessés par la vie. Pendant ce temps-là, je rentrais le soir pour élever mes 3 enfants seuls. Sébastien, qui a aujourd'hui 35 ans, Julien, 27 ans, et Camille, la cadette, 24 ans. Leur père n'est plus dans le tableau depuis longtemps, et ça n'a plus aucune importance. Ce qui compte, c'est que j'ai tout donné. J'ai financé le BTS de Sébastien en économisant centime par centime pendant 2 ans. J'ai payé 5 années d'école d'architecture pour Julien. J'ai participé à l'achat de la voiture de Camille quand elle a décroché son premier emploi. J'ai contribué aux frais du mariage de Sébastien parce que je voulais que mon fils ait une belle fête. En tout, plus de 60 000 € réunis sur des années de petits salaires, de week-ends à faire des ménages chez des particuliers, de privations silencieuses. J'ai porté des chaussures trouées des mois entiers. J'ai mangé des tartines au dîner pendant presque 1 an pour mettre de l'argent de côté. Et ce soir-là, pour mes 70 ans, j'étais seule dans ma petite maison en location à 650 € par mois, une maison que je payais sur ma retraite de 900 €. Il me restait à peine de quoi vivre après les charges. Je me suis rassise devant le gâteau. Le briquet était encore dans ma main. Les larmes ont commencé à couler et je n'ai pas essayé de les retenir. Je pleurais de déception, de solitude, d'une tristesse que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et c'est là que j'ai entendu un bruit dehors. Un moteur. Pas n'importe lequel. Je me suis levée pour regarder par la fenêtre du salon. Une longue limousine noire, brillante, immense, venait de s'arrêter juste devant mon portail. Mes voisins commençaient déjà à sortir sur le pas de leur porte, intrigués. Une limousine dans cette rue, c'était comme voir quelque chose d'impossible se produire sous vos yeux. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. La portière arrière s'est ouverte et un homme en est descendu. Il portait un costume sombre et élégant, des chaussures noires parfaitement cirées, les tempes légèrement grisonnantes. Il devait avoir une 40aine d'années, le port droit, et il tenait dans les bras un énorme bouquet de roses rouges. Je suis restée collée à la fenêtre, incapable de bouger. Qui était cet homme ? Il s'était sûrement trompé d'adresse. Mais alors il a levé les yeux vers ma fenêtre. Et nos regards se sont croisés. Mes jambes ont failli se dérober sous moi. Ces yeux-là, je les connaissais. Ce sourire qui s'étirait doucement, je l'avais vu grandir. Thomas. C'était Thomas. Le petit garçon arrivé au foyer à 6 mois de vie, abandonné par sa mère biologique à la maternité. Le bébé que personne ne voulait adopter parce qu'il pleurait trop, parce qu'il était trop agité, parce que les familles préféraient toujours les nourrissons calmes et faciles. Celui que j'avais pris dans les bras ce premier jour en lui promettant en silence que je prendrais soin de lui. Et je l'avais fait. Pendant 12 ans. Je lui avais appris à marcher, à parler, à lire.
On s'installait tous les deux dans la petite salle du foyer après la fermeture, quand les autres enfants dormaient déjà, et je lui faisais la lecture. Il avait du mal au début, il mélangeait les lettres, il s'énervait, mais je ne lâchais pas. À 7 ans, il lisait mieux que beaucoup d'enfants de son âge. À 8 ans, il m'écrivait des petits mots maladroits remplis de tendresse. « Tantine Monique, je t'aime. Merci de t'occuper de moi. » J'avais gardé chacun de ces mots dans une vieille boîte à chaussures sous mon lit. Quand il avait 10 ans, il m'avait demandé pourquoi personne ne voulait l'adopter. Je lui avais tenu la main et je lui avais dit la vérité, que parfois les gens mettaient du temps à reconnaître le trésor qu'ils avaient devant eux, qu'il était quelqu'un de spécial et que la bonne famille finirait par arriver. Elle est arrivée quand Thomas avait 12 ans, un couple sans enfant qu'il avait vu lors d'une visite au foyer et ne l'avait plus lâché des yeux. Il le voulait, lui, le grand, le difficile, le turbulent. Le jour où il est parti, je suis allée pleurer dans les toilettes du foyer. De joie pour lui et de douleur pour moi. Avant de monter dans la voiture, il m'avait serré dans ses bras très fort. « Tantine Monique, je n'oublierai jamais. Vous êtes ma vraie maman. Je reviendrai un jour pour vous remercier. Je vous le promets. » Je lui avais souri à travers mes larmes et je lui avais dit qu'il n'avait pas à revenir, qu'il devait juste être heureux. 28 ans plus tard, il était là, devant mon portail, avec un bouquet de roses. J'ai essuyé mon visage, j'ai lissé mes cheveux gris et je suis allée ouvrir la porte. Thomas a monté les 3 marches du perron et quand il m'a vue, sa voix s'est brisée. « Tantine Monique, bon anniversaire. Je n'ai jamais oublié la date. Il m'a tendu les fleurs. J'ai voulu parler, mais rien ne sortait. Il a regardé par-dessus mon épaule, a vu la table dressée, les plats, le gâteau avec la bougie pas encore allumée. « Vous êtes seul ce soir ?» J'ai baissé la tête sans répondre. Thomas a compris immédiatement. Je l'ai fait entrer et je lui ai tout raconté. La vidéo, les rires, les mots de Sébastien. Je lui ai montré le téléphone. Il a regardé jusqu'au bout sans rien dire, la mâchoire serrée, les yeux qui se durcissaient à chaque seconde. Quand la vidéo s'est terminée, il a posé le téléphone sur la table et il a demandé, la voix calme mais tendue, « Vous les avez élevés seuls ?»« Seuls, oui, 35 ans de petits salaires. J'ai financé le BTS de Sébastien. 5 ans d'école d'architecture pour Julien. J'ai participé à l'achat de la voiture de Camille quand elle a trouvé son premier travail. J'ai contribué au mariage de Sébastien parce que je voulais qu'il ait une belle fête. En tout, plus de 60 000 € réunis sur des années de privation. Des chaussures trouées, portées des mois entiers. Des dîners réduits à des tartines pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Et aujourd'hui, je vis avec 900 € de retraite. 650 partent pour le loyer et il me reste à peine de quoi couvrir les charges. Thomas a fermé les yeux un instant. Quand il les a rouverts, il a glissé la main dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti une enveloppe blanche. « Ouvrez-la, Tantine. » Mes mains tremblaient. J'ai décacheté l'enveloppe et j'ai sorti le document plié à l'intérieur. C'était une promesse de donation signée devant notaire, à mon nom. J'ai lu. J'ai relu. Monique Aubert, bénéficiaire, maison individuelle, quartier de la Croix-Rousse, Lyon. Il me l'expliqua aussitôt. Tout était déjà signé de son côté. Il ne manquait plus que ma signature chez le notaire pour que la maison soit officiellement à moi, sans aucun frais de ma part. J'ai levé les yeux vers lui. « Thomas, c'est impossible. Je ne peux pas accepter ça. » Il a secoué la tête doucement, mais fermement. « Vous allez accepter, Tantine, parce que vous le méritez et parce que je ne serai rien sans vous. J'ai passé les 10 dernières années à construire ce que j'ai en pensant à ce moment, à rembourser, au moins un peu, tout ce que vous avez fait pour moi. On s'est assis à table et on a mangé ensemble. J'ai allumé la bougie, on a chanté, et pour la première fois de la soirée, j'ai souri. Thomas m'a raconté sa vie. Après son adoption, il avait travaillé dur, fait une école de commerce, démarré avec une petite épicerie de quartier et développé, année après année, un groupe qui comptait aujourd'hui plusieurs supermarchés, une entreprise de construction et une société de gestion. Il était marié à Élodie, qui gérait une partie des activités avec lui. Ils n'avaient pas encore d'enfants, mais ils en voulaient. Et il ne m'avait jamais oublié.
Il était retourné au foyer 5 ans auparavant, avait parlé à la nouvelle directrice, obtenu mon adresse, et depuis, il suivait de loin, en attendant le bon moment pour se manifester. Vers la fin du repas, il m'a demandé les noms de mes enfants et leurs employeurs. Je lui ai répondu « Sébastien, directeur adjoint dans une grande surface. Julien, architecte indépendant qui travaillait pour une entreprise de construction. Camille, assistante de direction dans une société de gestion. » J'ai vu le visage de Thomas changer complètement. Il s'est arrêté de noter, a posé le téléphone sur la table et m'a regardé avec des yeux écarquillés. « Tantine Monique, a-t-il dit lentement. Vous êtes sûre de ces noms et de ces entreprises ? Certaines. Pourquoi ? Il a passé la main sur son visage, a soufflé lentement. Parce que vos 3 enfants travaillent pour moi. Le lendemain matin, Thomas est parti tôt. Il avait des visites à faire dans ces entreprises. Je savais ce que ça signifiait. Le soir, il est passé me voir. Dans les jours qui avaient suivi notre dîner, il avait aussi organisé ma visite à la maison de la Croix-Rousse et accompagné toutes les démarches chez le notaire pour finaliser la donation. La signature avait été faite en quelques jours, et une équipe avait géré l'intégralité du déménagement pendant que je n'avais eu qu'à choisir ce que je voulais emporter. Ce soir-là, Thomas s'est assis dans le salon de ma nouvelle maison pour la première fois, et il m'a tout raconté sur ce qu'il avait fait dans ses entreprises. Il était allé voir le responsable général de la grande surface où Sébastien travaillait. En épluchant les bilans de performance, il avait constaté des retards répétés, des objectifs non atteints, un désengagement chronique. Il avait immédiatement lancé une procédure disciplinaire dans les règles: convocation officielle, entretien préalable, délai de réflexion. À l'issue de cette procédure, Sébastien allait être rétrogradé de directeur adjoint à simple employé de rayon, avec la réduction de salaire correspondante. Ensuite, Thomas était passé à son entreprise de construction. Julien y était prestataire avec 3 contrats en cours, tous bien rémunérés. Thomas les avait résiliés en respectant les clauses contractuelles, assumant lui-même les pénalités prévues. Julien allait perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros de revenus dans les mois à venir. Et pour finir, Thomas avait convoqué Camille dans son bureau. Elle ne l'avait jamais vu, ne savait pas qui il était. Elle était entrée confiante, presque souriante, persuadée d'aller chercher des félicitations ou une promotion. Il s'était présenté comme le propriétaire du groupe. La couleur avait quitté le visage de Camille d'un coup. Thomas lui avait posé 2 questions simples. « Est-ce que vous avez de la famille ? Est-ce que vous êtes proche de votre mère ?» Camille n'avait pas su quoi répondre. Alors il avait ajouté, posément, « Hier, c'était l'anniversaire des 70 ans de la femme qui m'a élevée quand j'étais enfant. J'ai passé la soirée avec elle. La famille, ça s'honore. À partir d'aujourd'hui, vous perdez tous vos avantages. Ticket restaurant réduit au minimum légal, aucune prime, aucune participation aux bénéfices. Vous continuez à travailler ici, mais vous repartez de zéro. » Dans les jours qui ont suivi, les 3 m'ont appelé. Sébastien le premier, avec une voix que je ne lui connaissais pas, hésitante, presque humble. Il voulait s'expliquer, disait que la vidéo c'était une blague qui avait dérapé. Je lui ai répondu que ce n'était pas une blague et j'ai raccroché. Julien a appelé une demi-heure plus tard. Il m'a parlé de problèmes au travail, de contrats perdus, de difficultés financières. J'ai compris immédiatement que ce n'était pas moi qu'il cherchait. J'ai raccroché aussi. Camille a rappelé le soir même, mais cette fois-là, c'était différent. Elle pleurait. Elle ne voulait pas d'argent. Elle ne parlait pas de travail. Elle voulait me voir. Elle disait qu'elle n'arrivait plus à dormir, qu'elle repensait à tout, à mes chaussures trouées, au repas où je me servais en dernier, aux fois où je travaillais malade, parce qu'une journée d'absence, c'était une journée non payée. Elle a demandé si elle pouvait venir. Je lui ai dit oui. Elle est arrivée le lendemain, sans maquillage, les cheveux attachés, les yeux gonflés. Elle a regardé la maison en silence. « Maman, a-t-elle murmuré, tu méritais ça depuis longtemps. » On s'est assise dans le salon et elle a parlé pendant plus d'1 heure. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas une fille qui réclamait. C'était une fille qui regrettait vraiment. Thomas m'a annoncé la fête lors d'un déjeuner avec Élodie, quelques jours plus tard. Une soirée de gala dans un hôtel 5 étoiles à Lyon. Plus de 200 invités. Des associés, des clients, des partenaires, des responsables de toutes ces entreprises.
Et moi, la personne honorée ce soir-là. Il voulait que tout le monde sache qui était la femme qui lui avait donné les bases de tout ce qu'il avait construit. J'ai protesté, bien sûr. Il n'a rien voulu entendre. Élodie non plus. Elle m'a emmenée chez une couturière pour une robe longue bordeaux faite sur mesure, puis chez une coiffeuse, une esthéticienne. Le jour de la fête, une équipe est venue à la maison pour me préparer. Quand je me suis regardée dans le miroir, je n'ai presque pas reconnu la femme en face de moi. Les invitations avaient été envoyées à Sébastien, Julien et Camille, comme à n'importe quel autre employé. Un carton sobre, élégant, signé de la direction. Aucune mention de moi. Aucune indication sur la personne à l'honneur. Camille savait déjà que Thomas était son patron depuis leur entretien, mais elle ignorait totalement le lien qui nous unissait. Pour elle, cette soirée était une réunion d'entreprise comme une autre. Thomas m'avait dit « Un employé ne décline pas une invitation de son patron, surtout quand sa situation au travail est déjà fragile. » À 19h, nous sommes entrés dans l'hôtel. Le salon de réception était immense, décoré dans des tons dorés et crème, des tables rondes habillées de nappes élégantes, des fleurs partout, un orchestre sur scène. Je suis restée dans un salon privé, pendant que Thomas accueillait les invités. Quand Élodie a pris le microphone pour annoncer la personne honorée, le silence s'est fait dans la salle. Elle a parlé du foyer d'accueil, de Thomas enfant que personne ne voulait, de la femme qui avait refusé de le laisser tomber. Thomas est venu me chercher et nous avons fait notre entrée ensemble. 200 personnes se sont levées. Au fond de la salle, j'ai vu mes 3 enfants. Sébastien, la bouche ouverte, pétrifié. Julien, blême, le verre à la main. Et Camille, qui avait reconnu Thomas dès le début de la soirée, mais qui, en me voyant entrer à son bras, venait enfin de comprendre le lien entre nous. Les 2 mains sur la bouche, les larmes qui coulaient déjà. Thomas a pris le microphone. Il a raconté son histoire depuis le début. Le foyer, les nuits où je restais après mon service pour lui apprendre à lire, les livres que j'apportais de chez moi, les moments où il pleurait parce qu'il n'avait pas de famille et que je restais là à lui tenir la main. Il a raconté comment cette femme lui avait appris qu'il avait de la valeur. Puis il a regardé vers le fond de la salle. Il a dit que 3 des employés présents ce soir-là étaient les enfants biologiques de cette femme. Il a dit ce qu'ils avaient fait le soir de ses 70 ans. Il a dit ce qu'il avait décidé en conséquence. Nommément, sans détour. Il savait le risque que cela représentait, il avait choisi d'assumer. La salle entière s'est retournée. Camille a posé son verre. Elle a traversé la salle en pleurant. Les gens s'écartèrent sur son passage. Elle s'est arrêtée devant le bord de la scène, a levé les yeux vers moi et s'est agenouillée. « Maman, pardonne-moi. Je t'en supplie. J'ai été horrible, ingrate, cruelle, mais je t'aime. Je t'aime et je n'arrive plus à vivre avec ce que j'ai fait. » Je suis descendue de la scène lentement. Je me suis agenouillée à mon tour devant Camille et j'ai pris son visage entre mes mains. Je ne vais pas te dire que tout va bien, parce que ce n'est pas vrai. Vous m'avez fait du mal, toi et tes frères. Mais je ne vais pas te dire non plus que je ne t'aime pas, parce que c'est faux aussi. Tu es ma fille et ça ne s'efface pas. Elle s'est jetée dans mes bras. Au fond de la salle, Sébastien était resté immobile pendant tout le discours. Quand les regards se sont tournés vers lui, il a simplement posé son verre, s'est levé et est sorti sans un mot, sans se retourner. Julien était parti avant même la fin, incapable de rester en place. Aucun des 2 n'avait dit quoi que ce soit. Camille, elle, était là. Et c'était déjà quelque chose. 2 jours plus tard, un inconnu m'a appelé. Il s'appelait Mathieu, il était l'ami de Julien depuis 10 ans. Il m'a dit que depuis la soirée, Julien ne sortait plus de son appartement, ne mangeait presque rien, passait ses journées à pleurer en répétant qu'il était un mauvais fils et qu'il ne méritait pas d'être pardonné. La femme de Julien, Aurélie, était en déplacement professionnel pour la semaine. Mathieu ne voulait pas le laisser seul. J'ai pris un taxi et je suis allée chez Julien. Il était assis par terre dans sa chambre, adossé au lit, mal rasé, les yeux rouges et gonflés. Quand il m'a vu entrer, il a éclaté en sanglots. « Maman, je suis nulle. Tout le monde a vu. 200 personnes ont vu quel genre de fils je suis. » Je me suis assise par terre à côté de lui.
Je lui ai dit qu'il avait fait du mal, que c'était réel, que je ne cherchais pas à minimiser ça. Mais je lui ai aussi dit quelque chose qu'il n'attendait pas. Thomas a grandi en connaissant le manque depuis sa naissance. C'est pour ça qu'il a su reconnaître ce que valait chaque geste d'amour. Toi, tu n'as jamais manqué de rien, et ça t'a rendu aveugle. Mais là, pour la première fois, tu connais la perte, la difficulté, la honte. Et c'est cette douleur-là qui va te construire si tu la traverses honnêtement. Je ne lui ai pas proposé d'argent. Je lui ai offert ma présence et la vérité. Avant de partir, je lui ai dit que sa sœur se battait pour regagner ma confiance et que la porte était ouverte pour lui aussi, mais que ça se ferait dans les actes, pas dans les mots. Les mois suivants ont été lents, mais réels. Camille venait me voir chaque semaine. Elle avait rompu avec son petit ami, avait arrêté de chercher à impressionner les autres et avait recommencé à me parler comme une fille parle à sa mère. Dans l'entreprise, elle repartait de zéro, sans aucun privilège, et elle le faisait sans se plaindre. Julien appelait régulièrement, racontait ses chantiers, ses efforts pour reconstruire sa clientèle, les sacrifices qu'Aurélie et lui faisaient ensemble. Je les entendais changer, vraiment. Sébastien n'a jamais rappelé. J'ai appris par Camille qu'il traversait une période difficile, mais qu'il continuait à rejeter la responsabilité sur les autres. Cette douleur-là, je l'ai acceptée. On ne peut pas forcer quelqu'un à grandir. 6 mois après la soirée, Thomas et Élodie nous ont invités à dîner chez eux. Camille et Julien étaient là aussi, bien habillés, souriants, différents. On a mangé, on a ri, on a parlé de choses simples et de choses importantes. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que j'avais une vraie famille autour de moi. Après le dîner, Thomas et moi sommes sortis sur la terrasse. On regardait les lumières de Lyon s'étirer dans la nuit. Il m'a dit « Vous savez ce que tout ça m'a appris, Tantine ? La famille, ce n'est pas une question de sang, c'est une question de choix. Et vous, je vous ai choisi depuis le premier jour. Je suis rentrée chez moi ce soir-là dans ma belle maison, dans mon quartier calme, avec mes clés dans la main et la paix dans la poitrine. À 70 ans, j'avais enfin compris que l'on apprend aux autres comment nous traiter, et qu'il n'est jamais trop tard pour exiger d'être respecté. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait ? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Et pensez à devenir membre pour accéder à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.